Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors ce soir, j'ai le retour d'une dame qui s'appelle Cécilia. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Christophe et bonsoir tout le monde. Bon, Cécilia, tu es de retour, d'accord? Alors, Oui. ce que je voulais te dire juste avant que tu nous parles de la suite de cette affaire, j'ai préparé simplement un petit message. Je voulais savoir si je peux le publier comme ça, où c'est marqué « Vous disposerez enfin de ce témoignage de la présentation de 33 pièces ». Tout à fait, c'est bon. D'accord? Je C'est pourrais le OK. mettre de temps en temps, ça ne te gêne pas? OK? Hein? Non, non, pas du tout, Donc là, ils sont absolument déjà pas. avertis, mais je le remettrai tout à l'heure. Voilà. Bon, OK. Cécilia, c'est là pour parler encore de la suite de ton affaire. D'accord? Ben oui. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. Tu vas nous expliquer encore tout ce qui t'arrive et tout ce qui se passe autour de ton dossier. Vas-y, Cécilia, tu as la parole. Ben, oui, donc bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bon, ben, comme je t'ai expliqué, ça n'en finit plus. C'est une véritable saga judiciaire en ce qui me concerne, moi et mon mari Benoît. Puisque, bon, ben, étant donné que nous ne nous laissons pas faire dans nos péripéties, dans nos problèmes judiciaires qui durent maintenant depuis bientôt 2 décennies, et comme ils savent que nous n'avons pas l'intention de nous laisser dépouiller comme ça, de cette façon, je veux dire, en toute impunité. Donc, ils nous cernent, ils tentent de nous cerner, de nous décourager, de nous convaincre de ne plus faire des actions judiciaires ou de dénoncer. Moi, je leur dis qu'à ces gens-là, ces mafieux, non, bien au contraire, nous sommes motivés plus que jamais et nous ne baisserons jamais les bras. Et je leur dis à tous ces mafieux francs-maçons qu'il est hors de question que nous fassions, j'en bafouille et j'en perds mes mots, que nous soyons dépouillés de nos biens acquis honnêtement avec notre labeur. Et donc voilà. Donc ce soir, c'était pour te faire un petit peu le point sur les attendus concernant le jugement qui avait été rendu devant la Cour d'appel de Nîmes. Rappelle-toi, j'avais fait une vidéo concernant justement l'audience qui se tenait le 6 juillet dernier devant la Cour d'appel de Nîmes, suite justement à la citation que nous avions reçue, mon mari et moi. Citation dont tu te rappelles qui était non signée, non tamponnée, sur laquelle ne figurait pas le nom du magistrat auteur de l'acte et qui nous poursuivait donc à l'origine des poursuites. Donc, nous avions été condamnés en première instance donc par le tribunal correctionnel de Nîmes. Et donc, nous avions relevé appel de cette décision. Et cette décision donc a été rendue donc en date du 6 juillet 2023. Et donc, c'est cette décision que je voulais un petit peu ici décortiquer et expliquer un petit peu comment la justice mafieuse, ces ordures de francs-maçons corrompus, comment ils ont motivé leur décision. Donc voilà, donc cette décision qui a été rendue le 6 juillet 2023, comme je te l'avais expliqué, donc en aparté, en dehors je veux dire, de la vidéo, donc je veux dire, personne n'était informé de la suite. Donc, nous avons été bien évidemment condamnés parce que ça, je m'y attendais. Et donc, sévèrement condamnés. Donc, il y avait, je rappelle quand même dans cette affaire, qu'il y avait quand même dans cette procédure, elle était fondée donc sur une citation qui n'était pas signée, pas tamponnée. J'ai oublié par contre, de te la procurer dans les pièces jointes. Tu me la renverras, puis je la mettrai au bout, c'est pas grave. Voilà, donc je la montre juste pour un petit coup d'œil comme ça, vite fait. Voilà, donc la citation à la fin. Donc, comme tout le monde peut le constater, il n'y a pas de cachet de l'autorité judiciaire à aucun endroit. Il n'y a pas de signature et pas le nom de l'auteur de l'acte. C'est surtout à la fin qu'il faut regarder, à la fin, la dernière page. Donc, il n'y a aucune signature. Je ne sais pas si c'est bien positionné, là, si tout le monde voit. On aperçoit, mais en tout cas, voilà. À partir du moment où tu as la pièce, tu peux la publier. D'accord?
Voilà, donc je te l'ai procuré de façon à ce que tu la joignes avec le reste des pièces que je t'ai fournies. Donc, la citation pas signée, pas tamponnée, pas de nom du magistrat qui est l'auteur des poursuites, et surtout, comme je l'avais expliqué, qui était basé sur 4 PV, enfin un PV qui n'était pas signé et qui a été modifié à 3 reprises par un faussaire, le commandant de police Serge Salté de Sablé. Donc, depuis là, nous avons donc déposé une plainte. Et donc, le délai des 3 mois arrivant bientôt, je vais donc déposer une plainte avec constitution de partie civile, de façon à ce qu'un juge d'instruction soit saisi et demander le dépaysement de cette affaire, bien évidemment, de façon à ce que un juge puisse, je veux dire, poursuivre les auteurs, voilà, de ces méfaits, de ces crimes, en l'occurrence de ces crimes, puisqu'il s'agit donc d'une juge d'instruction, Constance de Franceschi, et d'un commandant de police, Serge Salté de Sablé. Donc, c'est des crimes passibles de la cour d'assises. Donc, nous avons été condamnés. Bien évidemment, ils ont rejeté toutes nos exceptions de nullité que j'avais soulevées dans mes écritures, donc sur les PV, sur la citation, sur l'enquête qui était menée à charge par le procureur de la République d'Avignon, Philippe Guémas, qui s'était bien évidemment déchargé parce que nous avions relevé cela pendant la garde à vue. Mais bien évidemment, malgré que ce soit le parquet de Nîmes qui a repris la suite de l'affaire. Donc, c'est sur l'enquête qui a été diligentée par le procureur d'Avignon, Philippe Guémas, qui a été prise en compte pour nous poursuivre. Donc, les magistrats de Nîmes, donc, bien évidemment, comme d'habitude, je veux dire, la loi, ils se torchent avec, pour rester poli. Donc, ils ont rejeté toutes nos exceptions de nullité. Ils ont considéré, alors qu'il était clairement démontré dans la procédure que Benoît n'était pas l'auteur des courriers adressés à la juge mafieuse Constance de Franceschi et à l'escroc mandataire judiciaire Christian Ripper. Donc, les magistrats ont estimé que mon époux était donc complice et donc ils l'ont condamné donc à la même sanction que moi, alors qu'ils reconnaissent même dans les attendus de la décision que Monsieur Benoît Villano n'est pas l'auteur des missives, des lettres adressées à la juge. Moi, j'ai toujours reconnu, parce que comme moi, je suis une femme courageuse, et je veux dire, j'ai toujours assumé mes propos, mes actes. J'ai toujours dit que c'était moi qui avais écrit les courriers à cette juge corrompue et mafieuse qui n'avait pas fait son travail, qui avait étouffé donc notre plainte, qui avait protégé les malfaiteurs. Et écoute, quelque part, l'avenir, je veux dire, a démontré que je disais juste, parce que ne serait-ce que par les procès-verbaux qui ont été falsifiés, cela démontre noir sur blanc que cette juge est une juge mafieuse, une corrompue, une crapule de première, une ordure, donc une ordure. Donc, je lui avais écrit à cette juge d'instruction. Donc, voilà, j'avais reconnu. J'avais mis mon mari hors de cause. Lui a toujours nié qu'il était l'auteur des courriers. Mais nonobstant, je veux dire, cette négation de sa part et le fait que je l'avais mis totalement hors de cause, que je l'avais dédouané, les magistrats ont estimé que tous les deux, nous étions donc l'un et l'autre, tous les deux responsables et ils nous ont condamnés. Donc voilà. Donc ils ont également indiqué dans les attendus de la décision que le fait que je tutoyais donc la juge d'instruction relevait de l'injure. Écoute, c'est nouveau parce que moi j'aimerais bien qu'on m'explique sur quel article de loi ces magistrats, ces crapules, ces ordures de mafieux francs-maçons, sur quel article de loi du code pénal ils se sont basés pour dire que le fait de dire tu à quelqu'un ça soit une injure. Donc, c'est vrai, je sais bien que ces magistrats se considèrent comme supérieurs à nous et ils se considèrent comme des dieux, voire des demi-dieux, voire des dieux. Et donc, ils ont considéré que le fait que j'avais tutoyé la juge d'instruction, c'était des injures. Donc, voilà. Donc, ils nous ont également reproché d'avoir écrit
aux différentes instances supérieures. En l'occurrence, j'avais adressé des courriers donc à notre cher président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, qui est le garant de nos institutions. J'avais écrit au Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé être là pour, je veux dire, sanctionner les errements de ces magistrats mafieux. Je sais très bien que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. On se moque éperdument du justiciable. Mais bon, j'ai adressé des courriers en envoyant toutes les pièces de preuves. Et donc, voilà. Et ils nous ont donc reproché d'avoir saisi toutes les instances supérieures. Donc, le président de la République, le CSM, le ministre de la Justice. J'avais écrit de part et d'autre pour dénoncer ces agissements criminels. Ils nous ont Mais également… est-ce que tu as eu des réponses de ces services-là? Aucun t'a répondu? Absolument pas. Bien évidemment, absolument pas. Depuis, dernièrement, depuis que j'ai envoyé les copies des procès-verbaux, il y a une pièce justement qui figure à la fin de la vidéo. Il y a notre cher ministre, Monsieur Dupont, Monsieur Moretti, qui m'a répondu que non, nous mettions en cause des magistrats sur des faux, en les accusant de faux, usage de faux, escroquerie au jugement, et que non, manifestement, lui ne voyait aucune faute de leur part, et donc voilà, et il ose évoquer la séparation des pouvoirs. Mais de qui se moque-t-on? Jusqu'à quand ça va durer, ce cirque? Jusqu'à quand ça va durer? Il est temps que les choses changent. Moi, je suis prête, Je demande que le peuple se réveille. J'ai sollicité dernièrement, justement, j'avais sollicité qu'il y ait des personnes de la police, de la gendarmerie, de l'armée, qui viennent débattre avec moi parce que je souhaite justement que les choses avancent, que les choses bougent et voir ce que l'on peut faire. Parce que jusqu'à maintenant, dénoncer, on dénonce. Ils savent que nous savons. Voilà, comme dit la fameuse phrase, ils savent que nous savons, nous savons qu'ils savent que nous savons, mais jusqu'à quand ça va durer? Donc maintenant, il faut monter à un cran supérieur parce que là, ça ne peut plus durer. Dénoncer, mais il va falloir passer à l'étape supérieure parce que maintenant, je veux dire, ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, rien que dans mon dossier, dans nos dossiers, moi et mon mari, je veux dire, c'est de l'escroquerie, mais à grande échelle. C'est une oligarchie spéculative qui se gave sur le cadavre du travail, du labeur des gens. Les gens travaillent, je veux dire, ils ont crevé toute leur vie, se sont décarcassés pour travailler toute leur vie, pour avoir une maison, pour avoir un minimum de biens. Non, ils sont là comme des hyènes, ils arrivent et puis ils veulent s'accaparer le bien d'autrui. Mais ça ne peut plus durer parce que moi, je leur dis à ces francs-maçons mafieux corrompus que notre maison, ils ne l'auront jamais. Ils veulent nous faire payer le carrelage 2 fois. Le carrelage que nous avons payé, nous l'avons démontré par des factures, par des attestations. Ils veulent nous dépouiller. La maison, ils veulent nous la prendre. Mais ça, il est hors de question. Hors de question. S'il faut crever, on crèvera. On se mettra, on se cramera dans la maison. Mais ils ne nous prendront pas la maison. C'est hors de question. Hors de question. Bon. Donc, pour en revenir aux attendus de la décision rendue par la Cour d'appel de Nîmes. Donc, ils ont dit que dans leur décision ils nous ont reproché également d'avoir fait appel parce qu'ils ont dit que manifestement, nous n'avions pas compris le sens de notre condamnation, ce qui veut dire par là que donc il y a une atteinte, je veux dire une atteinte au droit des justiciables de faire des recours, comme le droit le permet, comme le code de procédure pénale le permet. Donc, ils nous ont reproché d'avoir fait appel de notre décision injuste qui avait été prononcée en première instance. Ils ont également fait état dans leur… Pardon? Non, j'écoute. Il y a eu un écho, j'ai cru que tu me parlais.
Et ils ont également, ils ont indiqué que nous nous étions livrés à de la dénonciation calomnieuse. Étant donné que je reprochais justement à la juge mafieuse de ne pas avoir fait son travail, de ne pas avoir instruit à charge et à décharge, d'avoir protégé une association de malfaiteurs en bande organisée, de ne pas avoir utilisé l'article 81 du Code de procédure pénale qui l'oblige justement à instruire pour la manifestation de la vérité. Nous lui avions demandé des confrontations, nous lui avions demandé des actes qu'elle a refusés, mais sans motiver ses refus. Donc voilà, le fait d'avoir mis en évidence, en exergue, ces agissements crapuleux de cette juge mafieuse. Donc, ces magistrats mafieux de Nîmes ont indiqué que nous nous étions livrés à de la dénonciation calomnieuse. Or, je leur rappelle à ces magistrats mafieux qui manifestement ont des lacunes en matière de droit, pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, il faut qu'il y ait eu une enquête, il faut qu'il y ait eu une procédure, un jugement qui est conclu justement à une relaxe, qui est conduit à une relaxe de la personne qui était accusée pour justement dire qu'il y avait dénonciation calomnieuse. Or là, les faits que j'ai dénoncés concernant Constance de Franceschi et le mandataire judiciaire Christian Ripper qui se livre à des malversations, à du blanchiment d'argent et à des détournements de fonds, il n'y a jamais eu d'enquête, donc tout a été étouffé par le parquet d'Avignon et le parquet de Nîmes. Et donc, ils ont indiqué que nous nous étions livrés à de la dénonciation calomnieuse. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'enquête, tout a été étouffé. Toi, tu amènes des preuves. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, le côté calomnieux, il peut pas avoir d'acte puisqu'il y a des preuves à l'appui. Hein? Bien évidemment. Je suis pas, moi, une femme irresponsable. J'ai quand même fait du droit. Je rappelle à ces gens-là que j'ai fait des études de droit. Je ne suis pas devenue avocate parce que, bien évidemment, quand tu vois, je veux dire, ce qui se passe dans ce milieu, dans ce microcosme mafieux, il était impossible pour moi de côtoyer ce genre de personnage et de me gaver sur la misère des gens, parce que ces gens-là, ces avocats ne sont ni plus ni moins que les fossoyeurs de nos bourreaux. Nos bourreaux sont les magistrats et les avocats sont les fossoyeurs. Quelques avocats dissidents donc osent dénoncer le système mafieux judiciaire, mais combien sont-ils dans toute cette masse de crapules qui se gavent? Il y en a très très peu. C'est pour ça que c'est une profession qui m'horripile. Moi, je ne défendrai jamais un avocat. C'est pour ça que je t'ai fait part de ma position concernant l'avocate que tu avais reçue dernièrement dans ton émission. Voilà, donc cette avocate, pendant 15 ans, elle s'est gavée sur le dos des justiciables, elle s'est fait de l'argent, elle a escroqué certaines personnes, et aujourd'hui, quand elle est dans le désarroi, elle vient vers nous pour tenter de rechercher du réconfort auprès de nous, victimes, déjà victimes de ce système. C'est pour ça que je te dis que moi, les avocats, ce n'est pas des gens, des personnes. Moi, personnellement, je ne les mets pas tous dans le même sac. C'est un peu comme les francs-maçons, moi. D'accord? J'accuse une partie de la franc-maçonnerie et j'accuse une partie des avocats. Pourquoi? Parce que moi, dans mon environnement, je connais certains francs-maçons qui sont honnêtes et je connais aussi des avocats ou des juristes qui sont honnêtes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais pas d'amalgame. Hein, c'est tout. Oui, moi, Christophe, je ne fais absolument pas l'amalgame. Comme je t'ai dit, il y a certains avocats dissidents, comme je t'ai dit, qui pointent du doigt justement les errements, les manipulations de ces mafieux. Mais combien d'avocats dans le lot, dans la masse? Très peu, parce que quand tu vois les témoignages de justiciables qui se sont fait escroquer, qui ont vu leur procédure torpiller, des pièces complètement, des pièces éludées, écartées, des conclusions sabotées, je veux dire, c'est très difficile de faire confiance à des avocats quand même. Alors, ce que je voudrais te rappeler, pour pas que tu oublies,
c'est que par rapport à depuis des années que je fais des vidéos, depuis des années que je travaille avec le monde juridique, j'ai fait un constat terrible, c'est que même quand tu as un avocat qui essaye de bien travailler, et ça ne concerne pas que les avocats, ça concerne certaines professions qui doivent dénoncer des travers dans leur métier, dès qu'ils ouvrent leur gueule, dès qu'ils se rebellent, on leur casse leur carrière. Exactement, je sais, je suis au courant de ça. Faut jamais oublier ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as des procédures où des fois, tu as un avocat qui est honnête au début, puis à un moment donné, comme il est menacé, eh ben, il laisse tomber ton affaire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça arrive souvent. Hein. Ça arrive très, très souvent. Voilà. Oui, oui, je suis parfaitement informée de ce genre d'agissement et de comportement. Mais moi, je considère qu'à partir du moment où tu exerces une profession que normalement tu rentres dans l'avocature par passion, je veux dire, une vocation de défendre la veuve et l'orphelin. À partir du moment où tu sais ce qu'il se passe vraiment dans ce microcosme et qu'on t'empêche justement de faire ton travail et de défendre des opprimés, ben écoute, moi, j'aurais du mal à me regarder dans la glace. Je ne pourrais pas garder la robe. Je rendrai la robe. Et c'est pour cette raison que j'ai hésité au début à rentrer dans l'avocature, mais quand j'ai vu ce qui se passait vraiment, je me suis dit, je ne serai pas en accord avec moi-même et c'est pas possible. Avec la personnalité justement que j'ai, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un qui a une très forte personnalité, je suis quelqu'un qui est, je veux dire, qui est plein d'empathie, qui a, je veux dire, énormément de courage, qui est opiniâtre. J'aurais du mal à me voir bridée dans ma passion, dans mon métier, et de ne pas pouvoir défendre mes clients et de me faire dicter une ligne de conduite qu'on puisse me dire ça tu le fais, ça tu ne le fais pas. C'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est critiquable cette position adoptée par certains avocats. Mais tu t'aperçois d'ailleurs qu'il y a certains avocats qui veulent même pas toucher certains dossiers ou certains réseaux. Tout à fait, exactement. On l'entend si je te prends par exemple le monde de l'enfance avec les placements abusifs d'enfants, tu n'as presque plus d'avocats qui défendent les dossiers. Bien sûr, tout à fait. Pourquoi? Parce que la menace sur leur métier, elle est pulvérisée en rien de temps. Tu ne peux pas avoir d'avocats dans ce milieu-là, pratiquement. Voilà. Donc ça explique pourquoi on en est arrivé à ce stade-là. Alors, en ce moment, il y a un événement qui est en train de se passer, justement, pour pouvoir remplacer les avocats, c'est la création de syndicats. Oui. Et d'accord, et les syndicats, eux, ils ont le droit de remplacer un avocat, faut le savoir, et eux, ils n'ont pas peur de perdre leur métier, puisqu'ils ne sont pas dépendants, ils sont pas dépendants de ça. Donc ça, je te le dis parce que c'est en train d'évoluer en ce moment énormément, d'accord? Et il y a de plus en plus de syndicats qui sont en train de faire la surface pour pouvoir arriver et remplacer des avocats. Voilà. C'est une excellente chose, oui, pour pouvoir justement accompagner ces victimes, ces mamans, ces papas qui sont victimes d'un système, mais ça dépasse l'entendement quand on entend les témoignages de parents. C'est horrible, horrible. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, le dysfonctionnement de la justice, ben, il y a un moment donné, il y aura sûrement une réparation par des palliatifs. Voilà, donc notamment, je pense aux syndicats, dans les entreprises, dans le monde de l'enfance, et dans le monde du citoyen aussi, je pense que ça viendra très rapidement. Voilà. Hein bon, alors, la suite de ton voilà, dossier. Donc, pour en revenir, j'ai évoqué donc le tutoiement. Donc, ils ont retenu le tutoiement comme ils ont considéré que le fait que j'ai tutoyé la juge et le mandataire judiciaire, ils ont considéré que c'était donc un outrage à magistrat et un outrage à personne, enfin le mandataire judiciaire qui est voilà, officier ministériel, voilà. Et donc personne dépositaire de l'autorité publique. Alors que je suis désolée, j'aimerais bien qu'on m'explique à quel article de loi on fait référence. Donc, ils ont évoqué la dénonciation calomnieuse également. Comme je te l'ai expliqué, il ne peut pas y avoir de dénonciation calomnieuse à partir du moment où il n'y a pas eu un jugement de relax
qui a permis justement de blanchir la personne concernant les faits qui lui étaient, dont elle était accusée. Ils ont également retenu des violences psychologiques, en l'occurrence des violences qui ont été qui ont été la conséquence des courriers que j'ai adressés à Madame Constance de Franceschi, juge d'instruction, qui a été fragilisée, perturbée par mes courriers, et le mandataire judiciaire. Et je précise quand même que pour qu'il y ait violence psychologique, il faut qu'il y ait un préjudice qui ait été chiffré, établi de manière juste, avec des preuves, et également justifié par des certificats médicaux. Or là, dans le cas d'espèce, il n'y avait absolument rien. Ils se sont juste contentés de dire, l'avocat Olivier Maurice s'est contenté de dire que sa cliente, Madame Constance de Franceschi, avait énormément souffert, et il en a été de même pour Jean-Marie Chabot, l'avocat du mandataire judiciaire escroc, Christian Ripper. Donc voilà, donc tout a été complètement faussé, tout a été interprété, donc ils ont rendu une décision inique, voilà, en violation du droit. Je précise quand même que précédemment, devant le tribunal correctionnel en première instance, le juge mafieux Jean-Michel Pérez nous avait collé donc une interdiction d'approcher les mineurs. Et comme donc à l'audience en appel, ils nous ont, en fin de compte, ils nous ont interdit de nous exprimer. Et l'audience a eu à huis clos déguisé, et le contradictoire a été bafoué. Nous avions juste eu le temps de dire qu'est-ce que je voulais dire là, je sais plus, j'en perds le fil. À partir du moment où il y avait une expertise psychiatrique justement dans laquelle l'expert psychiatre disait que nous étions des gens parfaitement équilibrés, qui n'étions pas dangereux, et que nous retrouverions notre calme que lorsque nous serions rétablis dans nos droits. Donc là, ils ont été un petit peu embêtés parce que comme c'était une expertise organisée dans le cadre judiciaire, donc pendant notre garde à vue, donc ils ont été un petit peu embêtés, donc ils ont été obligés d'enlever l'interdiction d'approcher des mineurs. Mais bien évidemment, ils se sont… tu m'entends, Christophe? Oui, oui, je t'entends. Oui, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a eu comme un petit bug là. Donc, ils nous ont enlevé donc l'interdiction d'approcher des mineurs, mais par contre, ben, ils nous ont sanctionnés autrement, parce qu'au lieu de nous, en première instance, le juge pédophile, parce que je considère que c'est un juge pédophile, parce que nous collait une interdiction d'approcher des mineurs, c'est ni plus ni moins c'est qu'il avait des problèmes et il avait des tendances pédophiles, et il a fait référence à ses propres turpitudes, parce que je veux dire, c'est édifiant comment coller une étiquette de pédophile et infliger une interdiction d'approcher des mineurs dans un dossier qui était, je veux dire, d'ordre financier. Nous reprochons à la juge. Mais ça, c'était écrit dans un jugement, ça. C'était écrit dans un jugement. Oui, hein? Dans le premier jugement de première instance, interdiction d'approcher des mineurs. Et mais donc, ça, c'est quand même, ça, c'est surprenant. Ça, franchement, c'est même étonnant. Oui. Ça… Il faudra que je te communique justement en pièces complémentaires, subsidiaires, que tu rajouteras à la fin de la vidéo. Non, mais je voudrais savoir, pour qu'ils mettent ça dans un jugement, ils s'appuient sur quoi pour pouvoir avoir le droit d'écrire ça? Donc, là, ça veut dire qu'ils sont capables d'inventer n'importe quoi pour sortir un jugement. Tout à fait. Ça s'appuie sur rien du tout. Tout à fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre procédure. Dans un dossier, dans un litige d'ordre financier, où nous étions, je veux dire, nous avions déposé une plainte suite à une escroquerie en bande organisée. La juge d'instruction n'a pas fait son travail, elle a rendu un non-lieu, et donc nous lui avons reproché de ne pas avoir fait son travail. Et là, le magistrat qui nous a condamnés, Jean-Michel Pérez, mafieux, a indiqué dans sa décision, il a motivé sa décision en indiquant interdiction d'approcher des mineurs.
Bon, Voilà, ça c'est ça sorti de c'est. je ne sais d'où, voilà, dans un litige, dans un dossier d'ordre financier. Mais Donc, on a l'impression on a l'impression qu'il rend un jugement sans connaître le dossier, en fait. Hein? c'est ni plus ni moins qu'un règlement de compte. Tout simplement, c'était pour nous coller une étiquette, pour souiller notre réputation. Et voilà, de façon à ce que nous soyons inscrits dans le fichier des délinquants sexuels. Et C'est je veux grave, hein, dire, c'est très, très grave, hein, quand même. C'est très, très grave. ben oui, hein. Donc là, ils ont été quelque part contraints devant l'évidence et devant une expertise judiciaire. Ils ont été contraints je veux dire, de supprimer cette partie du jugement de première instance. Mais ils ont confirmé en tout point le reste je veux dire, de la condamnation de première instance. Et ils nous ont infligé en appel 2 ans de prison avec sursis, alors qu'en première instance, c'était 1 an de prison avec sursis. Et Mais ça, avec, bien évidemment, des sanctions financières, des ça, condamnations c'est, à des dommages intérêts. ça, ça, c'est pour vous faire peur, pour vous montrer que c'est eux qui ont le pouvoir, en fait. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Et moi, je lui ai dit à ce juge mafieux, je lui ai adressé des mails et je l'ai écrit dans mes courriers, que c'était un juge pédophile. Jean-Michel Pérez est un pédophile. Un pédophile, voilà, parce que je veux dire, d'où il a pu sortir ça? Il a fait référence à ses propres errements, à ses propres vices, à ses propres turpitudes, à ses propres, je veux dire, déviance sexuelle et Ouais, pédophile, de franchement, sangouin d'ordure qu'il est. bon. Voilà, donc voilà le jugement. Donc j'ai récapitulé donc tous les attendus, le tutoiement, la dénonciation calomnieuse, les violences psychologiques. Ils nous ont reproché d'avoir fait appel. Ils nous ont reproché d'avoir écrit à différentes instances et d'avoir dénoncé les agissements de la juge Constance de Franceschi et du mandataire judiciaire. Ils ont osé dire que nous remettions en cause l'honnêteté de Constance de Franceschi. C'est assez comique quand on voit les PV qui ont été, le PV de plainte qui n'était pas signé alors que la juge d'instruction a prétendu aux enquêteurs qu'elle avait déposé plainte le 25 novembre 2020 et que M. Guémas, le mafieux corrompu, le procureur mafieux corrompu, a prétendu que Mme Constance de Franceschi avait déposé plainte le 25 novembre 2020. Donc, ils ont, en fin de compte, ils ont quelque part utilisé les enquêteurs de la brigade de recherche à exécuter un ordre manifestement illégal parce que ces enquêteurs donc, ont mené des investigations, une enquête, nous ont entendus, ils nous ont fait examiner par un expert psychiatre, il y a eu des gardes à vue, et alors que la juge d'instruction n'avait jamais déposé plainte, qu'il y a eu des faux, qu'il y avait une citation qui n'était pas signée, une enquête viciée à charge du procureur Guémas. Voilà de quelle façon, voilà, de quelle façon est menée la justice en France, comment est rendue la justice dans notre pays. Okay. Donc voilà, donc suite à cette décision, donc nous avons formé un pourvoi en cassation. Donc j'ai adressé donc des écritures avec toutes les pièces donc devant la Cour de cassation. J'ai soulevé plusieurs moyens dans notre pourvoi en cassation. Donc, j'ai soulevé tout ce que je viens de relater qui a été rendu dans la décision. Est-ce que tu m'entends, Christophe? Oui, oui, ne touche à rien, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, le premier moyen, c'était la violation du droit par rapport au faux en écriture publique. J'ai soulevé donc le fait qu'il n'y avait aucun article de loi qui interdisait dans le code pénal le fait de tutoyer quelqu'un. J'ai indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir de dénonciation calomnieuse. J'ai indiqué que donc il y avait quand même violation manifeste du droit puisque le ministère public aurait dû de lui-même
abandonner les poursuites et poursuivre justement l'auteur des faux en écriture, puisque le ministère public défend les intérêts de la société et qu'il y avait des faux en écriture publique, donc il y avait des violations du droit et que c'était des règles d'ordre public. Non, le ministère public a persisté dans la voie, dans cette voie mafieuse, et donc nous a condamnés sur des faux en écriture. Donc c'est gravissime, gravissime. Donc qu'est-ce que je voulais dire également sur ça? Je considère donc que c'est très très grave ce qui se passe dans notre justice, puisque cette justice qui continue, qui persiste dans cette voie mafieuse, tisse une toile d'araignée autour des justiciables qui sont victimes, comme nous en l'occurrence. Comme j'ai expliqué, nous sommes des honnêtes citoyens. Nous avons fait appel à la justice de façon à ce que les auteurs, les criminels soient sanctionnés. Et de victimes, nous nous retrouvons aujourd'hui en position de coupables. Et donc, la justice tisse une toile d'araignée, tisse une toile. À travers cette toile, en fin de compte, il n'y a que les petites mouches qui passent, et les grosses mouches, eh ben, elles sont, je veux dire, protégées. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, et une justice, dans un pays où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas d'ordre, donc c'est je veux dire, le danger d'une guerre civile qui nous guette. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alors moi, je peux pas tout dire, mais j'ai des relations avec certains réseaux. Je peux te dire qu'en ce moment, il y a du remue-ménage qui se prépare. Hein. Je te le dis tout de suite. D'accord. J'ai même eu des conversations dans la semaine là qui m'ont même surpris. Hein, oui. Et j'espère simplement qu'à force, le peuple va se réveiller. Mais le peuple ne sera pas tout seul. Je te le dis tout de suite. D'accord. Il y a aussi autre chose que le peuple. Oui. Voilà. C'est en train d'avancer. Voilà, je te le dis tout de suite parce que moi, j'ai eu des rendez-vous avec des lanceurs d'alerte et tout, et je vois bien et je sens que la colère, elle est grandissante, l'insatisfaction de la justice, elle est époustouflante, d'accord? Tellement il y a des dérives, donc il y a un moment donné, il y a de l'ordre à remettre. Alors après, c'est de savoir à quel niveau tout ça, ça doit être réparé, hein, parce que ça touche beaucoup de gens, beaucoup de gens. Voilà. Oui, bien évidemment, oui, bien évidemment. Le monde de l'enfance, les tutelles, les spoliations avec les tribunaux de commerce, ça ne peut non, mais pas quand on voit aussi les lois qui essaient de programmer l'État, d'accord, parce qu'il faut se rendre compte de ce qu'ils sont capables de préparer, d'accord. Là, il y a vraiment des choses qui collent pas, d'accord. Et donc ça, à mon avis, ça va réveiller encore de la colère, hein, je te le dis. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire, j'aspire de mes vœux. Hein? Oui. Pardon? Qu'est-ce que tu as encore à nous dire, Cécilia, par rapport à… Ben écoute, donc là, j'ai fait un petit résumé donc de la décision qui a été rendue sur Nîmes. Et donc, je t'ai produit des pièces que tu fourniras donc à la fin de ma vidéo. Et donc, voilà, donc ces pièces, donc c'est toutes les personnes qui ont été mises en cause et qui ont eu un rôle dans cette procédure concernant la construction et qui a débouché également sur les PV, les fonds en écriture publique et qui ont été produits par la juge d'instruction Constance de Franceschi dans la procédure donc qui était initiée au départ qui concernait, je veux dire, une plainte que nous avions déposée alors que nous étions victimes. Et donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, de victimes, nous nous sommes retrouvés en position de coupables. Voilà. Donc, les personnes qui sont impliquées dans cette procédure, c'est les personnes, donc il y a monsieur Philippe Guémas, procureur de la République, donc qui était ex-procureur de la République, qui est parti maintenant à la retraite.
C'est lui donc qui a validé toute cette procédure, qui a mené une enquête à charge et qui était bien informé des PV que Madame Constance de Franceschi n'avait pas déposé plainte le 25 novembre 2020. Donc, Monsieur Philippe Guémas, procureur de la République corrompu, qui s'est ensuite déchargé quand nous avions soulevé cette irrégularité puisqu'il était jugé parti. Donc, c'est Monsieur Éric Morel, procureur de la République de Nîmes, ce procureur mafieux qui n'a pas eu les testicules de signer la citation à comparaître qui nous a été délivrée, qui n'a pas eu les testicules, le courage de mettre son nom dans la citation parce qu'il n'a pas assumé. Donc, il n'a pas voulu assumer parce qu'il savait très bien que dans cette procédure, il y avait des faux. Voilà. Donc, Éric Morel, le mafieux. Madame Françoise Pierry-Gauthier, la procureure générale mafieuse et corrompue franc-maçonne. D'ailleurs, on peut le constater sur la photo. Elle fait le signe maçonnique. Voilà. Donc, la procureure Françoise Pierry-Gauthier. Il y a eu Madame Cécile Jansac, procureure de la République aussi de Nîmes, qui était parfaitement informée des faux en écriture publique. C'est donc la procureure de la République qui a remplacé Monsieur Éric Morel, donc corrompu et qui a validé donc cette procédure qui aurait dû être abandonnée et des poursuites engagées contre les faussaires. Madame Adélaïde Galtier, qui était substitut du procureur, donc de Madame Cécile Jansac, qui a demandé notre condamnation alors qu'elle savait très bien qu'il y avait des faux en écriture publique, voilà, et qui aurait dû donc abandonner les poursuites et au nom du ministère public dénoncer les faux en écriture publique et engager des poursuites. Madame Adélaïde Galtier. Il y a eu le pédophile, le magistrat pédophile Jean-Michel Pérez, donc je n'ai pas sa photo, mais je préfère quand même rappeler son nom. Jean-Michel Pérez, donc, qui nous a condamnés en première instance, qui nous a interdit d'approcher des mineurs, le juge mafieux Jean-Michel Pérez. Il y a eu le vice-procureur corrompu devant la cour d'appel, alors Dominique Hussier, cette crapule, cette ordure qui s'est permis de nous faire la leçon quand nous sommes passés donc, devant la cour d'appel, qui nous a fait des leçons de morale, cette crapule, cette ordure de franc-maçon, alors qu'il aurait dû poursuivre les vrais criminels, donc la juge d'instruction, sa confrère, ainsi que le commandant de police Serge Salté de Sablé, donc cette crapule Dominique Sier. Il y a eu la juge mafieuse Nadine Moutet, cette crapule, cette putain de la République, c'est la putain de la République, Nadine Moutet, magistrate corrompue, qui a validé l'intégralité de la procédure en prononçant notre condamnation. Une crapule, Nadine Moutet, une franc-maçonne. J'ai mis tout un descriptif à la fin de la vidéo. Elle fait partie du Lions Club. Et le Lions Club, c'est quoi? C'est le club des francs-maçons. Donc, elle est à la tête également du Cercle des entreprises à Marseille. Et le Cercle des entreprises, qu'est-ce que c'est? C'est que des entrepreneurs, des grands patrons francs-maçons. Nadine Moutet. Il y a eu la crapule, Olivier Maurice, la crapule d'avocats considérés comme des plus grands avocats de France. Il fait partie des 5 meilleurs avocats de France. Une crapule, un incapable, un escroc au jugement. Il a validé donc les procès-verbaux et cette espèce de raclure, il s'est fait payer donc ses honoraires, ses conséquences honoraires avec nos impôts, puisque comme la juge qui se prétend victime dans le cadre de sa fonction, donc ces honoraires ont été payés par le ministère de la Justice. Donc cet avocat crapule se fait payer avec nos impôts. Et donc il a soutenu donc une procédure fondée sur des faux en écriture, sur des procès-verbaux falsifiés de sa cliente. Voilà, Olivier Maurice, cette crapule d'avocat, ténor du barreau. Il y a eu Jean-Marie Chabot aussi, une autre crapule du barreau de Nîmes. Lui, c'est l'avocat du mandataire judiciaire. Une crapule, arrogant, condescendant. Lui aussi, il a soutenu donc cette procédure
Et donc, pareil, il a donc maintenu sa position, alors qu'il savait très bien qu'il y avait des fonds en écriture publique. Donc, je les avais informés, les deux avocats, par des mails, en leur disant qu'ils devaient se retirer de cette procédure. Donc, ce sont deux escrocs au jugement. Il y a cette crapule de bâtonnière, la bâtonnière de Nîmes, à qui j'ai adressé des courriels pour l'informer que Jean-Marie Chabot, qui était donc l'avocat du mandataire judiciaire, donc avocat du barreau de Nîmes, qui avait des fonds en écriture publique et que son confrère Jean-Marie Chabot soutenait donc une procédure qui était montée sur des fonds en écriture. Et cette crapule de bâtonnière, elle m'a adressé un mail de menace où elle me dit que, tenant compte de votre persistance à porter atteinte à la probité et à l'honorabilité de membres de mon barreau, tenant compte du harcèlement que subit mon secrétariat par l'envoi répété de mails faisant suite à votre courrier recommandé, je serai contrainte de déposer plainte pour des faits de harcèlement, d'injures et de diffamation si vous vous maintenez dans vos agissements. Cette crapule de bâtonnière, Khadija Aoudia, une crapule, une corrompue, une mafieuse. C'est elle qui se permet de dire que je porte atteinte à la probité et à l'honorabilité de ses confrères. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moquent ces crapules? Un autre truand, Gérald Pandelon, avocat, qui était notre avocat lorsque nous avions déposé plainte contre le constructeur, ce corrompu, ce mafieux, ce truand, qui est justement mis en examen par le parquet national financier. Il est impliqué dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Une crapule impliquée dans X affaires, un truand, un mafieux qui fricote avec le grand banditisme et qui escroque X clients avec sa maîtresse, Madame Leila Thomas, une grue d'Aix-en-Provence, une crapule. J'ai mis les documents à la fin. Il a été impliqué aussi dans l'affaire des navettes du Frioul, une crapule de première, Gérald Pandelon, où il est évoqué justement dans les écoutes téléphoniques, il est évoqué le lien entre les loges maçonniques et les magistrats. Cette crapule, Gérald Pandelon. Une autre crapule, son confrère, Daniel Barrio-Nuevo, une autre crapule d'Aix-en-Provence qui se fait payer des montres de luxe par des clients et qui ne le déclare pas aux impôts. Une montre Audemars Piguet et qui commence au bas mot à un prix de 18 000 € et une montre qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. Daniel Barrio-Nuevo, une crapule de franc-maçon. L'avocate Patricia Cardin, une crapule aussi du barreau d'Avignon, qui est impliquée dans nos procédures. Elle a saboté notre procédure et elle a couvert l'expert judiciaire franc-maçon Jean-Christophe Nozière. Caroline Carbonari, qui était l'avocate du constructeur mafieux Hissène Soissal. Elle aussi, c'est une crapule. Elle s'est livrée à du trafic d'influence en écrivant l'expert judiciaire alors qu'elle n'avait pas le droit de rentrer en contact avec lui, parce que l'expert judiciaire devait rester neutre et ne prendre aucune attache avec les parties. Justement, l'expert judiciaire, le mafieux, le gros porc, le mafieux corrompu qui a rendu un fonds en écriture publique, qui a conduit à notre condamnation. L'expert judiciaire Jean-Christophe Nozière, Alain Bouloumier, un autre magistrat mafieux, qui a justement permis à l'expert judiciaire de percevoir 16 000 € d'honoraires pour son expertise mensongère, alors que le référé du 28 octobre 2009 lui imposait de nous dire au départ combien nous coûterait l'expertise. Alain Bouloumier, un magistrat mafieux qui est parti à la retraite. Le mandataire judiciaire, Henri Père, le mafieux qui se livre à des malversations et qui bénéficie d'escroqueries au jugement, Christian Ripper, mandataire judiciaire sur Avignon. La famille Soissal, donc le constructeur,
avec toute sa famille à Avignon, Salle, qui a organisé sa banqueroute et qui côtoyait, qui fricotait avec des magistrats francs-maçons, dont le magistrat Jacques Robert, qui s'était pendu parce qu'il avait des casseroles au cul. Jacques Robert, le magistrat mafieux franc-maçon qui s'est pendu. Les soins transmis de la juge d'instruction, quand je disais qu'elle était illettrée, analphabète, elle est incapable d'écrire son nom. Incapable. Et ça se dit juge d'instruction. Et ça envoie des gens en prison. Présidente, vice-présidente chargée du pôle de l'instruction. Incapable de rédiger une lettre en français correct. Une mafieuse corrompue. Serge Saleté de Sablé, le commandant de police faussaire qui a rédigé les fonds en écriture publique. Et l'étude d'huissier Yannick Sibut-Bourde et Pierre Lévy, contre qui j'ai déposé plainte pour extorsion de fonds en bande organisée, qui veulent exécuter des décisions frauduleuses qui ont été rendues par des magistrats mafieux par escroquerie au jugement. Yannick Sibut-Bourde et Pierre Lévy, deux commissaires de justice mafieux. Et le courrier que je t'ai expliqué, dont je faisais référence tout à l'heure, le courrier qui nous a été adressé par M. Dupond-Moretti, qui indique que par courrier, vous avez alerté M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le comportement de plusieurs magistrats du tribunal judiciaire d'Avignon et de Nîmes. Plus particulièrement, vous accusez ces magistrats de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement. Je vous informe, après avoir étudié votre courrier avec attention, que faute d'éléments permettant de caractériser la commission de manquement déontologique, il ne peut être donné suite à votre demande. Mais de qui se moque-t-on? Avec des faux PV qui ont été produits en pièces jointes, M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, notre honte de notre justice française, qui considère qu'il n'y a pas de faute, que les magistrats n'ont commis aucune faute. Mais de qui se moque-t-on? Bon. Voilà. Bon, ben là, tu as fait un résumé à charge très important avec les pièces que je mettrai au bout de la vidéo, puisque celles que tu as montrées, c'est celles qui seront au bout de la vidéo. Bon, ben écoute, tu as fait le tour de ton affaire pour aujourd'hui, hein? Ouais. Avec un résumé d'accusation très important. Donc, je t'ai laissé dire et je t'ai laissé présenter tous ces noms-là. Et maintenant, je publierai les documents que tu m'as envoyés. Voilà. Bon, écoute, je te remercie, Christophe, pour tout le travail, ton investissement. Et je demande à tous ceux qui vont regarder cette vidéo de partager un maximum de façon à ce que les noms de ces criminels et ceux dont j'ai pu me procurer les faciès circulent de façon à ce que cette impunité cesse, parce que là, ça ne peut plus continuer. La marmite est prête à exploser. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donnera, mais vu les accusations que ça, avec les noms que tu donnes, ça ne devrait pas rester sans fin. OK? Bon, écoute, c'est le but. C'est le but. Moi, j'assume mes propos et toutes les déclarations que je fais, ce n'est pas des déclarations qui sont faites comme ça, sans fondement. C'est que j'ai des éléments dans tous mes dossiers. Je sais que mon mari et moi, nous sommes victimes, nous sommes honnêtes. Nous avons affaire à une bande de malfaiteurs, de gangsters, une criminalité organisée. Et donc, voilà, donc j'assume pleinement mes propos et je dis à toutes ces ordures, à ces criminels, à ces crapules que tôt ou tard, elles devront répondre de leurs actes. La franc-maçonnerie a été anéantie, me semble-t-il, pendant la Seconde Guerre mondiale par… je me souviens plus, il me semble que c'était par le maréchal Pétain. Et le général de Gaulle donc avait rétabli donc les francs-maçons, les crapules de francs-maçons dans leurs droits et leur avait, je veux dire, ils ont pu récupérer tous leurs biens, les biens mal acquis. C'était donc le 15 décembre 1943, notre cher général de Gaulle, qui est tant vénéré par beaucoup d'ignares, donc il avait rétabli les francs-maçons dans leurs droits.
mais c'est un éternel recommencement. La roue tourne et tôt ou tard, donc ces francs-maçons, c'est un cancer, sera éradiqué. Éradiqué. Voilà, il faut que le peuple se soulève parce que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ces crapules, ces ordures, cette oligarchie Ok, spéculative ok. doit cesser ses agissements criminels. Bon, ça sera ton mot de Voilà, la fin alors. D'accord? Ok, voilà, Cécilia? Hein? voilà. Bon, Et le combat merci. continue. Et Ok, dans quelques jours, je ferai une autre vidéo parce que j'ai une mise au point à faire concernant le dossier donc l'escroquerie du carrelage. Donc l'autre d'accord. Oui, dossier mais dont ça, nous sommes victimes. on fera ça un peu plus tard. D'accord? Ok? Voilà, tout Hein? à fait. Bon, ben, je te remercie pour ton témoignage de ce soir et puis ça va Voilà. ça va surprendre beaucoup de gens. Ok? Je te Bah remercie, écoute, moi Cécilia. j'ai le courage et je dis, voilà. Hein? Je te remercie. Et les gens D'accord? devraient tous, toutes les victimes devraient en faire autant. Elles devraient justement nommer tous ces gens-là, les désigner, les nommer par leur nom et montrer les photos. Voilà, moi je le fais, j'ai le courage de le faire et j'assume pleinement parce que ce sont des crapules et il faut les désigner. Et pour Ok. vaincre un Bon, cancer, il faut le désigner. ok. Bon, ben, en tout cas, je t'ai laissé la parole, donc, et tu as fait tout ce que tu avais à faire. Je te remercie beaucoup, Je te Cécilia. remercie. Il y J'envoie le avait un petit générique de fin, souci, hein, voilà. et je te dis à Il y avait un bientôt petit alors. souci Ok? de bug. Il y avait un petit souci de bug. J'espère Non, que non, la toi, tu vidéo. crois qu'il y a eu toi, tu crois qu'il y a eu des bugs, mais il n'y a pas eu de bug, pas un seul. Ben, moi, il y a eu des petites coupures chaque fois. Il y avait un blanc qui apparaissait devant mon Ah écran. ben, on t'entendait bien, on te voyait bien, il n'y a rien. Tu verras, je vais rien bouger. Il n'y a rien D'accord. eu de. D'accord? Voilà, je voyais ton doigt qui Ça m'a un arrivait petit parce peu, que je voyais qu'il y avait. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ok? ça m'a un petit peu perturbé dans mon discours. Non, non, c'était très bien. Ne t'inquiète pas. Tu verras la vidéo, donc je la mettrai en ligne et tu pourras voir qu'il n'y avait pas d'incident. Ok? Je te remercie, Cécilia, Christophe. je te Et salue. merci, merci à tout le monde et bonne soirée à tout le monde. Et le combat Salut. continue. Je ne lâcherai Ok. rien. Salut. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée.
soirée.